Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de On parle sport. Aujourd'hui nous avons un programme très chargé entre la CAN, l'Open d'Australie, j'ai fait la boulette, et la NBA avec un dernier changement d'entraîneur. Pour en parler, à mes côtés, je réaligne la même composition d'équipe, car on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai à mes côtés Louis-Emmanuel, Joris et Lucas. Bonjour messieurs, comment vous allez ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Ça va, la forme, vous êtes prêts pour cette nouvelle émission avec un super quiz à la fin, vous allez voir. On a hâte de voir ça. Je suis venu que pour le quiz, moi. Je pense, j'ai vu ça avant l'émission. Donc, messieurs, nous perdons du coup pas de temps. Nous allons parler de cette CAN 2024 qui avance et qu'on va bientôt clôturer cette première phase de poule. Je vous propose de revenir sur une des équipes phares qui a été éliminée dans ce début de compétition, c'est l'Algérie qui a été sortie hier soir, à l'heure où on tourne cette émission, par la Mauritanie. 2 matchs nuls, 1 défaite. Est-ce que pour vous, vous attendiez à voir l'Algérie se faire sortir de la compétition aussitôt ? Non. En fait, non, mais en fait c'est oui et non, parce qu'en fait, on a très bien vu que l'Algérie, j'ai l'impression que ils ont les joueurs pour gagner, mais ils n'arrivent pas. Et en fait, dès le début de la CAN, ils auraient dû montrer que c'était l'équipe quand même. Enfin, pour moi, c'est une des équipes favorites. Enfin, c'était une des équipes favorites. Et en fait, t'arrives dans la compétition et tu fais un match nul. Donc, je sais pas contre qui c'était. Le Burkina Faso. Ouais. Non, le premier match, c'était l'Angola. Voilà, une équipe angolaise que on connaît pas trop sur le papier, alors que les joueurs algériens, on connaît presque beaucoup l'effectif. Et forcément, déjà, ça te fait rentrer dans la compétition avec 1 point. Après, deuxième match, c'est normalement le match où tu dois gagner pour te rassurer. Voilà, match nul encore. Et dernier match où t'es obligé de gagner. Et donc, du coup, tu joues avec la peur, le stress. Et c'est ce qui s'est passé. La Mauritanie a marqué. Et après, on a vu que derrière, ça a mis le bus devant la défense. Et ils n'ont pas réussi à trouver le cadre. Ils avaient beaucoup d'actions. L'entraîneur l'a dit en conférence de presse. Et donc, forcément, c'est une grosse surprise. Mais ça me choque pas, c'est pas si choquant que ça, on va dire. Et en parlant d'entraîneur, Jamel Belmadi a quitté son poste. Est-ce que pour vous c'était lui le problème de cette sélection algérienne ? Non, je pense quand même que oui. Ça fait quelques temps depuis, je pense, le titre de 2019 que je pense qu'il est arrivé au point de non-retour en fait. C'est qu'il y a eu la consécration en 2019. Et après, il n'y a plus rien eu entre les CAN, du coup, pareil, la CAN d'avant au Sénégal. La Coupe du Monde. 2021 et Coupe du Monde, pareil. La Coupe du Monde, ils n'étaient pas qualifiés, ils avaient raté les... Oui, c'est ça. Ils perdent face au Cameroun, je crois. Exactement. Donc, ouais, c'est assez compliqué pour l'Algérie. Ouais, on sent une sorte de plafond de verre, tu vois. Et donc, ouais, je pense qu'il faut commencer un nouveau cycle. Oui, on voit des méthodes qui ne marchaient plus trop, accuser toute la terre entière qui était contre l'Algérie pour essayer de se trouver des excuses de la part de Belmadi, chose qu'il a faite hier, encore une fois en conf de presse. Mais donc Jamel Belmadi va quitter la sélection. Est-ce que vous voulez encore rajouter un mot ? Est-ce qu'on peut changer d'équipe ? Moi, c'est dommage pour Riyad Mahrez, parce que il est mis sur le banc hier. Après, il rentre quand même, du coup, il fait une mi-temps. Et en fait, on voit qu'il était complètement déboussolé. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est parti de City, il est plus le même, en fait. On entend moins parler en Arabie Saoudite. Là, avec sa sélection nationale, ça doit être lui, le patron. Au final, il est mis sur le banc. Donc, je pense que, pareil, pour lui, j'ai l'impression que ça sent quand même la fin. Donc, il y a des rumeurs comme quoi il retraite internationale. Ouais, exactement. Et partir sur une élimination comme ça, c'est vrai que c'est pas beau à voir pour un joueur comme lui. Dans la même soirée, un peu plus tôt, on a eu le droit à une autre équipe qui a failli se faire éliminer, c'est le Cameroun, qui s'en est sorti de justesse face à la Gambie, 3-2 dans un match complètement fou, où ils ont failli se saborder tout seuls, mais finalement ils ont réussi à l'emporter. Est-ce que pour vous ça peut lancer vraiment le Cameroun dans cette compétition ? En fait, c'est comme l'Algérie, c'est que sur le papier, les équipes elles sont faites pour gagner et aller loin dans la compétition. Mais c'était quand même laborieux, franchement. Contre la Gambie, 3-2, et c'est grâce à Christopher Wu à la 90e, je crois, un truc comme ça. C'est un scénario miraculé, donc peut-être que ça peut être une belle histoire. Mais franchement, si ce niveau de jeu il continue comme ça, c'est au revoir dès les 8e, quoi. En plus, oui, ils ouvrent le score.
Ensuite, ils se font doubler en quasiment 5 minutes par la Gambie. Ils égalisent, ils repassent devant la fin et après ils prennent un but qui est refusé de la pour main, une main à la Maradona sur corner. Manu, j'ai une question. Est-ce que pour toi, on peut gagner la CAN avec un attaquant qui s'appelle Kartoko Ekambi ? Non. C'est clair, au moins c'est précis. Donc pour toi, le Cameroun ne fait pas partie des favoris pour la compétition ? Non. Non, ok. Quand ton attaquant est Kartoko Ekambi, c'est non. Bon, c'est clair, je pense. Merci. J'aime pas beaucoup le joueur, c'est pour ça. Merci Manu. Je propose qu'on avance avec la Côte d'Ivoire. Donc passons à la Côte d'Ivoire maintenant. La Côte d'Ivoire qui elle est peut-être en passe de se faire sortir de sa propre compétition à domicile. Selon le résultat du Maroc ce soir face à la Zambie, il faut que le Maroc gagne ce soir pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée. Pour vous, c'est quoi le problème de cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a quand même un sacré effectif, encore meilleur que le Cameroun et l'Algérie? C'est terrifiant, surtout à la maison. On en parlait du coup la semaine dernière avec Joris et Manu. On les mettait premiers parce que c'était à domicile, ils avaient la pression et tout. Mais là, je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Vraiment, La pression peut-être. Ouais, moi je pense pas. Non. Moi je pense pas la pression, je pense juste que les équipes qui arrivent en face sont arrivées à un moment dans leur vie, en tout cas les joueurs, où en fait ils doivent se dire on n'a rien à perdre, on joue notre jeu, on joue à fond. Et les grosses équipes d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, l'Algérie, les équipes comme ça, en fait, sont surprises tout simplement. Ouais. Et la Côte d'Ivoire, qui était vraiment annoncée la favorite en plus à domicile, c'est tout simplement fait surprendre. Ils ne s'attendaient pas à avoir un niveau de jeu qui est comme ça. Et en plus, c'est vrai que le football en Afrique évolue d'année en année. Et on voit très bien que des nations comme l'Angola, la Mauritanie, des nations comme ça, qu'on ne voyait pas du tout. Équatoriale, par exemple. Voilà, qu'on ne voyait pas du tout. Le Cap-Vert, qu'on ne voyait pas du tout premier ou même se qualifier pour le prochain tour, sont premier, deuxième, et voilà, et mettre des équipes comme l'Algérie derrière. Donc moi je pense que c'est pas la pression, c'est juste ils ont été surpris et ils auraient dû rectifier le tir sur le dernier match, mais ils l'ont pas fait. Surtout que la Guinée équatoriale c'est 4-0 et c'est un triplé d'un mec qui a 34 ans qui est en D3 espagnol qui joue latéral droit quoi. Donc c'est vraiment pour dire un peu le storytelling quoi, c'est fou hein. En plus on a senti une pression pendant ce match où on le savait que si la Côte d'Ivoire faisait match nul, elle passait en tant que meilleure troisième et on l'a senti sous pression d'entrée de jeu et on les a vus râler tout le temps et dès qu'ils ont pris le 1 et le 2 on a senti que c'était fini. Le but qu'ils prennent, le troisième, ils le prennent sur l'engagement littéralement du deuxième but encaissé, où ils prennent une contre-attaque, on dirait un fut de champion, contre-attaque et but, c'est vraiment, vous avez complètement lâché. Mais est-ce que pour vous, s'ils venaient à passer en 8ème, on rappelle, ils ont viré Jean-Louis Gasset aujourd'hui, très bon choix hier. Mais c'est bizarre de virer le coach parce que c'est-à-dire qu'ils ont une chance de passer. Il faut que le Maroc gagne pour qu'ils passent. Ouais. Donc le Maroc a quand même des chances de gagner logiquement ce soir. Donc ça veut dire que si la Côte d'Ivoire continue la compétition, ils n'auront plus leur coach. Je pense qu'ils auraient dû attendre la fin de la compétition. C'est faire un déclic. Ouais, parce que franchement Gasset c'était très limité. Mais du coup ils n'auront pas le temps de recruter un coach. Par intérim, oui, c'est l'adjoint. Ah, c'est l'adjoint qui va finir. Potentiellement un match. Oui. Ça peut. En attendant du coup de préparer le successeur pour les prochaines compétitions. Maintenant, passons à l'équipe qui va compter pour la Côte d'Ivoire, c'est le Maroc. Le Maroc qui joue ce soir contre la Zambie. Il joue à 21h ou à 18h 21h. Oui, parce que là, c'est la Tunisie. À l'heure où on tourne, ça doit jouer en direct. Il y a Tunisie, Namibie et Afrique du Sud. Afrique du Sud, Tunisie. Afrique du Sud et Namibie. Ouais. Okay. Mais du coup, le Maroc, pour vous les placez comment après ce premier match réussi face à la Tanzanie et ce match nul face à au Congo. Face au Congo. Du Congo, RDC. Comment vous la voyez cette équipe du Maroc? Je pense que c'est un peu comme on va dire la France en Coupe du Monde, ils se gèrent et après je pense que ça va dérouler parce que quand même dans la poule on les annonçait les grands gagnants 3/3. Bon, pour l'instant ils sont à 1/2. Bon, là, je pense que pour moi l'équipe la plus forte après le Maroc c'était le Congo. Après voilà, le niveau quand même il y a un niveau de décalage, même s'ils ont réussi à faire match nul et en plus ils auraient peut-être pu gagner si Pakombo avait pas raté son penalty. Mais voilà, je pense que ils vont gagner ce soir, je me fais pas de soucis pour eux et après ils vont se mettre en mode élimination directe et après ils vont dérouler. Et j'espère pour eux qu'ils vont dérouler parce que on a très bien vu que dans cette compétition il faut dérouler pour au moins être sûr, parce que quand on voit des retournements de situation à la 90e minute, personne n'est à l'abri, donc je pense qu'il faut vraiment dérouler sur tout le match pour après être sûr et de passer
une bonne fin de match. Ouais, je te rejoins totalement. En fait, ils se mettent en jambe du coup pour les phases de poule parce que en soi le groupe leur permet de se mettre en jambe, mais direct en huitième, quart de finale et tout, il faudra accélérer le niveau parce que comme tu l'as dit, t'as pas le droit à l'erreur en fait. C'est toutes les nations en fait sont en train de surperformer entre guillemets, tu vois. Et attention à l'animation surprise quoi, parce que en fait c'est Comme contre le Bénin il y a 2 ans. exactement. C'est que t'as l'effectif pour être en finale largement avec le Sénégal, je trouve. Je pense que c'est vraiment les 2 favoris qui se détachent, qui montrent le meilleur jeu, enfin le meilleur niveau de jeu. Et en fait, tout va dépendre du tirage. Est-ce qu'ils se croisent avant la finale ou pas? S'ils finissent premier de. Parce que c'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être qu'on aura une finale Sénégal-Maroc, mais S'ils sauf s'ils se croisent- finissent premier, ils se croiseront pas avant les demi-finales. Oui, logiquement. ça c'est sûr. C'est sûr. Parce que du coup, t'as plein de favoris au tapis déjà. T'as l'Algérie au tapis, t'as la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils vont se qualifier de justesse. Faudrait voir comment il est le tableau, mais ils sont pas dans la même partie déjà de Oui. groupe. Ils sont dans la première partie, l'autre sont dans la deuxième partie, donc faudrait voir comment ils. Je sais pas le tableau Parce que en tête. l'Égypte avec comme Mohamed Salah est blessé, je suis pas sûr que l'Égypte soit un candidat L'Égypte, non. au titre maintenant. Trop juste. Vous parliez du Sénégal. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le Sénégal qui est la seule équipe à faire un 3 sur 3, si je dis pas de bêtises pour l'instant? Ouais, qui est même la seule, quoi qu'il arrive, à faire 3 sur 3 dans cette phase de poule. Pour vous, est-ce qu'il y a une équipe qui peut arrêter le Sénégal? Moi, Vas-y, non, je t'en prie. Pour moi, toutes les équipes qui vont aller au prochain tour des éliminations directes sont prétendantes au titre. Et donc ça veut dire que même si le Sénégal a fait 3 sur 3, ils peuvent vraiment tomber sur un match, parce que là c'est un match. Donc il n'y a pas de deuxième chance ou quoi, non, c'est un match. Et sur un match, pour moi, il n'y a pas de favori en fait. Parce que là, on a très bien vu que les petites équipes donnent tout. Et donc sur un match comme ça, le Sénégal, si ça prend une petite équipe, ils peuvent très bien se relâcher et dire ça va, on va faire tourner ou ça va. Après voilà, vu ils connaissent aussi la situation mieux que moi, ils sont là-bas, donc ils voient très bien, les joueurs voient très bien comment ça joue, donc ils vont pas se dire on va faire tourner parce qu'on sait très bien que c'est une petite équipe, non. Mais moi je pense que pour moi c'est les premiers favoris, enfin il n'y a pas de au-dessus. Mais voilà, comme on l'a dit, attention aux équipes qui arrivent comme ça, c'est tout nouveau pour elles, et puis qui se donnent tout et qui sur un malentendu, un 1-0, et voilà, c'est rentrer à la maison. Ça, on peut dire que c'est quand même les mieux préparés et que ouais, sur un match du coup tout va se jouer, mais c'est quand même les mieux préparés qui ont l'expérience du coup tenant du titre et qui sont qualifiés aussi pour la Coupe du Monde 2022. Ils sont sortis des poules, donc quand même c'est une équipe qui a un très haut niveau et qu'à chaque année il y a des nouveaux jeunes qui sortent, que Aliou Cissé appelle. Moi je pense à Lamine Camara de Metz qui n'est pas vraiment étincelant en Ligue 1. Mais au Sénégal, ils défoncent tout en fait, et c'est juste génial de voir des joueurs comme ça qui se révèlent dans la compétition. Donc tout va dépendre du tirage. C'est vrai que je rejoins un peu Joris sur que toutes les équipes sont un peu prétendantes au titre parce que en fait c'est hyper resserré et qu'il n'y a pas vraiment de gros écarts de niveau. Eh ben, très bien, refermons cette page Cannes si vous le voulez bien, et on va passer tout de suite à la partie tennis. Et on se retrouve pour cette partie tennis donc, qui a été enregistrée avant en fait, l'émission, c'est pour ça que je suis à la présentation. Mais du coup, on retrouve Victor qui est de retour parmi nous. Ouais, ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Eh ben, pas de souci, c'est un plaisir de te recevoir, ça faisait longtemps. Donc tu vas nous faire une petite chronique juste sur l'US Open. Et ben là, à l'heure où on tourne. Non, pas sur les Open, sur l'Open d'Australie. J'ai fait la faute. J'étais sûr que j'allais la faire, tu vois, je l'ai fait. J'ai prévenu avant. Putain. Eh ben on va la refaire. Hein. Vas-y. Quand tu veux. Et on se retrouve pour cette partie tennis qui a été enregistrée avant l'émission de base. Donc c'est pour ça que je suis à la présentation. Mais on retrouve Victor qui est de retour parmi nous. Ouais, merci pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Eh ben pas de soucis, c'est un plaisir de te retrouver. Donc tu nous as préparé une petite chronique sur l'Open d'Australie. Exactement, voilà, la finale arrive bientôt. Donc on fait un petit bilan un petit peu de ces 2 semaines. Bon, c'est pas encore terminé, mais tout de suite, j'aimerais commencer par nos Frenchies, nos Français qui ont brillé là pendant ce tournoi. Et quel panache! Quel panache de la part de nos Français. Ils étaient 15 hommes au premier tour, 8 chez les femmes. Lors du 3e tour, on n'avait jamais vu ça depuis 2014. Il y avait 7 qualifiés. Et puis après, on connaît le goal, le but, c'est la seconde semaine. Et il y en avait 3 qui étaient qualifiés pour les 8e de finale. On note chez les femmes, on salue vraiment le parcours de Océane Dodin qui a sorti la tête de série numéro 29, Zou. Et puis chez les hommes, le tournoi, forcément, il a été marqué par
par la révélation Caso. Le Français a sorti au deuxième tour le Danois Holger Rune, 8e mondial. Derrière, il a confirmé en sortant Greg Spoor. Et puis après, forcément, il s'est avoué vaincu en 8e face à Urkaz. Mais on lui en veut pas apparemment aussi. Il aurait joué alors qu'il avait la gastro, donc on lui en veut pas. Mais grosse surprise. Et puis ça fait plaisir parce qu'on sait que Arthur Cazaux, il a eu pas mal de soucis physiques, ce qui fait que ça l'a un peu ralenti pour exploser. Là, depuis un an, tout va bien, il arrive à jouer, pas pépin physique, etc. Il arrive avec une wildcard à l'Open d'Australie et on voit qu'il explose et que voilà, ça commence à devenir un petit peu le petit chouchou des Français. Donc non, franchement, ça fait plaisir. Et puis on pouvait pas finir cette séquence sur les Français avec notre divin chauve. Adrian Manarino, le vétéran de 35 ans qui est en train de vivre une seconde jeunesse en éliminant de la compétition le jeune américain Shelton. Il nous a également fait beaucoup rire lors de son match contre Djokovic où il perd 6-0, 6-0 et qui fait ce masque de la défaite. Voilà. Fédération française de la loose pour toujours les Français. Mais non, franchement, c'était très très beau. Voilà. Et puis après, on va revenir un petit peu sur l'écart pour voir un petit peu où ce que ça en est, etc. Avec la victoire du maître Djokovic 7-6, 4-6, 6-2, 6-3 face à l'Américain Fritz. Et on se souvient, l'un des points forts, l'un des highlights de cette rencontre, c'est ce service volé de fond de court que nous a sorti Djokovic, tout en autorité. Voilà, il est venu asseoir le fait qu'il est numéro 1 et qu'il est encore là pour longtemps. Du coup, il rejoint les demi et il va rencontrer l'Italien Sinner, l'Italien qui est venu facilement à bout de Roublev en 3-7, 6-4, 7-6, 6-3. Et il arrive en toute confiance, l'Italien, parce que c'est le seul qui n'a pas concédé un seul set de la compétition. Voilà, dans ce dernier carré. Et donc voilà, gros match qui s'annonce entre Djoko et Sinner. On a vraiment hâte de voir ça, surtout qu'ils s'étaient rencontrés déjà l'année dernière. Donc on a vraiment hâte. Et puis de l'autre côté du tableau aussi, on a vu un match disputé en 5-7 entre Urkaz et Medvedev, et qui a tourné à l'avantage du Russe. 6-7, 6-2, 3-6, 7-5, 4-6. Et Medvedev, on l'a su là, il y a pas longtemps avant de commencer l'émission. Il va rencontrer en demi Zverev. Voilà, Zverev est arrivé à bout de l'ex numéro 1 mondial Alcaraz en 4-7. L'Espagnol, il a été un peu l'ombre de lui-même, voilà, pendant les deux premières manches. 1-6, 3-6. Il a concédé 11 fautes directes pendant le premier set. Malgré un retour durant la troisième manche, 7-6, il a concédé la victoire à Zverev dans la quatrième manche, 4-6. Voilà. Et puis après, pour les femmes, on aura demain le premier gros choc de cette demi-finale, Gauff-Sabalenka. Il y a une petite saveur de finale avant la finale, donc vraiment, ça va être très très bien. Et on a vraiment hâte. Et puis l'autre demi opposera Wawrinka contre Zheng. Voilà. Merci Victor pour cette avec plaisir. On espère te revoir prochainement pour peut-être un débrief du coup de l'Open d'Australie après la finale. Exactement, exactement. Voilà. Merci Victor encore une fois, et tout de suite on se retrouve pour la partie basket avec toute l'équipe en plateau. Merci Manu pour cette partie tennis, cette petite chronique tennis avec Victor qu'on remercie qui n'a pas pu être présent. C'est pour ça qu'on a tourné ça en avance. Tu as très bien présenté, c'est impressionnant. Ouais, mais je prendrai jamais ta place. On pourrait voir ça quand même. Du coup, passons maintenant à cette dernière partie, la partie NBA, où on va revenir sur les dernières actus un petit peu du moment. On va revenir déjà sur la prestation de notre bon vieux Camerounais Joel Embiid, qui a fait un match à 70 points, comme on le voit derrière nous. Très heureux d'avoir fini à 70 points, ce bon vieux Jojo. 70 points, 18 rebonds, 5 passes. Que dire de cette performance de Joel Embiid en plus face à Wembanyama? Elle est historique, déjà pour l'histoire des Sixers, parce qu'il y avait juste Wilt Chamberlain qui avait fait 3 fois 68 points dans l'histoire des Sixers. Il a travaillé, il a travaillé, bien. Donc ouais, je trouve ça déjà juste fou de voir ça du coup de nos propres yeux, et surtout que en fait c'était un peu, pas logique, mais c'était contre l'une des équipes les plus probables de faire ce genre de performance. Donc après,
Bah, c'est Vas-y. Wemby en face. Oui, ça là, quand t'as Wemby en face, certes, si l'équipe en face n'est pas ouf, mais quand même, vraiment un. Après, si je peux me permettre, j'ai vu les résumés, les highlights de ses 70 points. Il a quand même fait fort face à défense, entre guillemets, parce que Wemby, le pauvre, il peut pas faire grand chose. Quand t'as Embiid qui est en feu comme ça, tu peux pas faire seulement un contre un. Fais des trappes de part du terrain. Bon, ça, c'est de la tactique. Les trappes, vous savez pas ce que c'est, mais j'ai la flemme d'expliquer. Oh là là. Mais Descendant. Tu peux expliquer pour du coup le public qui nous regarde? Exactement. bah, en gros, des trappes, c'est une sorte de prise à deux, mais il faut que le joueur sur qui tu défends n'ait pas le ballon pour l'isoler. Tu t'es prise à deux. Une prise à deux sans Ouais, ballon, ouais. ça s'appelle une trappe, et tu fais ça sur une partie de loin du panier, voilà, pour l'isoler. Et après, ce qui est sympa aussi, que Wemby s'est retrouvé à 4 fautes, quasiment, je crois, en première période, il était À la déjà. mi-temps, je crois il était qu'il à a mi-temps, il a 4 fautes. mi-temps, il était Donc, forcément, pour au début de défendre troisième quart-temps, je crois. Sur Embiid, c'est quand même plus dur. Puis, est-ce qu'il du coup il n'a pas un rôle aussi un peu offensif Wemby parce qu'il a fait quand même 33 points du coup dans ce match? 31, je crois, mais... Non, 33 je crois. 33. Ou 33, pardon, j'ai mal vu. Il a une belle précision. Bon, on a vu les deux pivots se mettre en avant, hein, clairement. Mais c'est juste que je pense que les Spurs n'ont pas proposé une assez bonne défense face à Embiid à un moment donné. Quand tu vois qu'il monte à 40, 50, 60, je sais pas, fait quelque chose. Embiid tout seul, il peut pas trop faire grand chose quand il est comme ça. Donc, Vous pensez dans la course au MVP, ça le place ultra favori. ah, mais de toute façon, pour moi, il était tout en haut. Je pense que. Après, je veux pas dédonner sa performance. Mettre 70 points, ça reste très fort, peu importe l'équipe en face. Donc, ça reste très fort ce qu'il a fait. Mais je pense que oui, pour la course au MVP, ça va jouer en sa faveur. Mais pour moi, il était déjà numéro 1, il était tout en haut déjà. Donc je pense que. Faut regarder les stats qu'il a, la saison qu'il fait. Il est en train de faire un truc all-time. Il tourne à 35 points de moyenne. Voilà. C'est ça, bah, il remet son titre en jeu en fait. C'est ça. Donc ouais, il est favori. Et on va le voir au JO à Paris avec les États-Unis. Ça va être vraiment très très intéressant. Ils vont t'envoyer une. Ah bon? Oui. Ah, mais Je savais pas. ils ont sorti le roster hier. Ils ont Steph Curry, LeBron, KD à tout le monde. L'équipe, Ils vont elle va sortir être une équipe dure. de zinzin. Non, l'équipe, j'avais vu, mais j'avais pas vu qu'il y avait joué à l'NBA. Ouais, mais ils vont. Genre les remplaçants sont favoris pour le titre. Donc Bah, les remplaçants sont potentiellement des titulaires All-Star Game de NBA. Donc, C'est ça. Quand même. Hein. Ah bah, ok. Sympa le tournoi. Pas mal l'équipe. oui. Des bons petits joueurs, des bons petits jeunes. Hein. en parlant d'équipes pas mal sur le papier, parlons de ces Bucks Oh, la qui ont transition. vu le départ de leur entraîneur pour voir arriver Doc Rivers. Voilà, donc Adrian Griffin qui a été remercié par la direction des Bucks. Est-ce que vous comprenez ce choix de se séparer de Adrian Griffin pour prendre Doc Rivers? Moi, je pense que la décision est beaucoup trop hâtive. Moi, je suis un partisan de laisser du temps au coach. Quand j'ai laissé du temps, oui, si t'as un coach qui progresse pas pendant 6 ans, oui, mais le dehors. Mais il est quand même arrivé cet été, il a coaché que 43 matchs. Et il est arrivé dans un contexte où t'as dû faire jouer ensemble Lillard et Giannis. Je pense qu'ils auraient dû lui laisser la saison. Ils sont deuxième à l'Est, ils sont en 30-13 ou 31-13. C'est ce que j'allais voir. Voilà. Je crois qu'ils sont en 30-13, je crois. C'est ce que j'allais voir. Ils sont deuxième à l'Est, en tout cas, c'est sûr. Mais à un moment donné, je pense que même si ça passe pas avec tes cadres ou quoi, fais la saison, tu regardes ce que ça donne en playoff et après, soit tu le vires, soit tu le gardes. Mais je pense que c'est une décision un peu trop hâtive. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu se précipiter parce que c'est l'année où ils ont Lillard et Giannis, ils savent que Lillard est vieux, ils vont pas avoir 36 000 opportunités d'aller chercher Bah, un nouveau titre avec Lillard. c'est surtout que son message ne passait pas parce que j'ai vu plein d'images de tourner pendant les temps morts où c'est Giannis qui dessinait des systèmes ou Giannis s'engueulait avec le coach et ça. Je pense que juste son message ne passait pas avec le groupe et je pense que Giannis a dû toquer à la porte du GM, dit j'en veux plus. Et puis malheureusement c'est une ligue, enfin malheureusement ou heureusement ça c'est un autre débat, mais c'est une ligue où les superstars ont beaucoup la parole et Giannis a dû mettre un coup de pression pour dire je veux un autre coach. Et du coup, cette arrivée de Doc Rivers, vous en pensez quoi? Vous en Ouais. pensez quoi? Rien. Je sais pas ce qu'en pense. Si, on sait tous que Doc Rivers c'est quand même un coach de légende. Et donc, je pense en NBA c'est compliqué parce que j'ai l'impression que il y a des systèmes certes, mais voilà, si les joueurs ne suivent pas genre les consignes du coach, c'est pas très grave. On l'a vu avec LeBron James avec les Cavaliers. Honnêtement, Tyronn Lue, voilà quoi, il est là parce qu'il doit être là, mais s'il est pas là, je pense que ça change pas grand chose non plus parce que les Cavs C'est jouaient. vrai, parce que c'est LeBron qui. Voilà. LeBron est en mission de toute façon à ce moment-là. Et donc je me dis, tu peux mettre n'importe quel coach. Alors c'est sûr qu'après il y a des coachs qui vraiment transcendent des équipes, mais voilà, moi je veux juste voir ce que ça va donner les premiers matchs. On verra. Enfin, moi j'ai pas un avis tranché, on va dire, sur ça. Content pour lui quoi.
Non, mais je suis relativement d'accord avec lui. Oui, Doc Rivers, ça reste une personnalité de la NBA. Il dit coach de légende, c'est aussi un choker de légende. Oui. Donc moi, je sais pas, peut-être que ça va fonctionner. J'ai pas envie de tirer tout de suite sur lui. Peut-être ça va fonctionner, peut-être qu'ils vont aller chercher le titre, je lui souhaite. Mais je pense qu'un coach, ça fait beaucoup dans une équipe qui est championne. Quand tu regardes le travail que fait par exemple Spoelstra au Heat qui arrive à... Le Heat, l'année dernière, il finit 7ème, il va jusqu'en finale. Si tu mettais Darvin Ham, le coach des Lakers, à la tête du Heat, le Heat va jamais au play-in, par exemple, tu vois. Tyronn Lue, le travail qu'il fait aux Clippers, ben, tu mettais je sais pas moi, tu mettais par exemple Doc Rivers dans ses Clippers actuels, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi bien. Mais écoute, peut-être ça va fonctionner, j'en sais pas, j'en sais rien, mais... Parce que là, du coup, les Bucks sont deuxième, c'est ça? Deuxième en 33, comme il l'a annoncé. C'est fort, c'est bravo, c'est fort. Donc là, l'objectif avec Doc Rivers, c'est d'aller chercher le titre quand même. Parce Clairement. que Oui, oui, ça reste d'aller chercher le titre. C'est un coach qui a l'expérience, il a déjà été champion en 2009, mais il a quand même pas mal d'échecs derrière lui. Les Sixers, il a jamais réussi à aller en finale de conférence avec les Sixers. Aux Clippers, il a pas gagné de titre. Il a dû faire des finales de conférence, je ne sais plus, mais... Il y a beaucoup de choke aussi à son actif. Son dernier titre date de 2009, donc c'était déjà une autre époque dans la NBA, mais bon, on verra. On lui souhaite qu'il réussisse. Hein. Très bien. Refermons cette page NBA. Je vous propose de passer au quiz. Alors, pour ce quiz, je vous ai proposé un thème assez particulier. Il s'appelle Jean-Louis Gasset ou Doc Rivers. Oh là là. Du coup, vous avez chacun Qu'est-ce que c'est une que ce liste truc, de questions et vous devez répondre Doc Rivers ou Jean-Louis Gasset. Du coup, t'as genre en mode deux questions. 5. Mais qui est Jean-Louis Fais pas les Gasset choses. C'est le coach de la... La continue marketing. Mais d'accord, mais il a eu quoi d'autre comme club avant? Tu vas voir. Ah oui, mais je connais Mais pas sa attends, carrière, Jean-Louis Gasset. Ça veut dire qu'on a une chance sur deux de se tromper, quoi. Ah si, je Bien sais vu, qu'il est... Sherlock. Ok, ouais. Bien vu. Ok, d'accord. vu. ok. Je sais qu'il a entraîné Saint-Etienne, mais Voilà, je je sais pas trouve ça très drôle de parler de deux coachs qui ont fait l'actualité cette semaine. Ok. Je trouve ça très C'est drôle original, de hein. mélanger les deux et ça va être très sympathique. Je commence par qui souhaite démarrer? Allez, Louis Emmanuel. Ah bah, Donc, je moi. propose la première liste. Alors, Louis Emmanuel. À chaque fois, je répéterai équipe ou franchise pour pas donner d'indice. Hein. J'ai entraîné 2 fois, en étant entraîneur principal, la même équipe ou franchise dans ma carrière. Bah, c'est Jean-Louis Gasset, parce que Doc Rivers n'a pas entraîné 2 fois la même franchise. Bien joué. C'était Jean-Louis Gasset Bah, à par déduction. Montpellier. Je savais pas qu'il a entraîné Montpellier, mais par déduction, Doc Rivers n'a pas fait 2 fois la même franchise. Donc, J'ai entraîné l'équipe de la capitale de mon pays. Qui Jean-Louis Gasset. Bien, Jean-Louis Gasset qui a été adjoint à Paris D'accord. sous Luis Fernandez. J'ai réussi à finir premier du championnat ou d'une conférence. Doc Rivers. Bien joué. Oh là, il est en train de faire un sans faute. Impressionnant. En tant que joueur, j'ai joué 10 ans pour la même équipe. Doc Rivers. Ou franchise, oui. Ouais. Doc Rivers. Non, c'était Jean-Louis Gasset qui a entraîné 10 ans à Montpellier. Doc Rivers, ça fait 8 ans. Ah oui, parce que je sais qu'il a joué longtemps aux Hawks. Lorsque j'étais joueur, j'étais numéro 10 ou meneur. C'est toujours pour moi ou... Ouais, c'est la Ok. dernière. J'étais meneur ou numéro 10 dans mon équipe. Doc Rivers. Bien. On Ouais, est sur un 4 sur 4 5, sur hein. 5. Mec, 4 sur 4 sur 5. 5. La barre est haute. Bravo. Oh, purée, la pression. Ah, d'ailleurs, pendant qu'on parle du quiz, on a eu des réclamations avant. Et j'ai une avant réclamation à faire l'émission, aussi. Et on a réétudié. J'avais oublié 2 points à Joris sur le Marès, je m'en excuse. Non, Mais j'avais oublié 1 point à Louis Emmanuel aussi. ok. Donc au final, c'est Louis Emmanuel qui a Donc, gagné oui, le oui. quiz. Il n'y a pas J'ai eu de gagné. problème et voilà. Et sachant que j'ai fait un TikTok où j'ai fait des pronos de Coupe de France, j'ai eu 5 sur 5. Alors que moi, j'ai eu 1 sur 4 sur la carte. On passe à Joris. Allez, Je suis le plus jeune des deux. alors là. Purée. Allez, Doc Rivers. Doc Rivers, bien joué. Il a un peu plus de 60 ans. 63, je crois, quelque Il a chose comme ça. 63 et Jean-Luc Gasset en a 72. Ok. J'ai connu le plus de clubs dans ma carrière de joueur. Qui a connu le plus de clubs dans sa carrière de joueur? Gasset. Et non. C'est Doc Rivers qui a connu 4 franchises, alors que Jean-Luc Gasset en a connu 2. Béziers et Montpellier. Doc Rivers a 62 ans. Voilà, pour une fois. Donc, pour l'instant, 1 sur 2. Oh, pas le droit à l'erreur là. Écoute, j'ai le pire ratio de victoires sur une saison en étant entraîneur.
Je compte les licenciements dedans. Oh, ça c'est dur. Doc Rivers. Bien joué. Doc Rivers, Ah, je savais pas. qui se fait virer au bout de 11 matchs avec Orlando, avec une victoire pour 10 défaites. Ah, pourtant, Orlando, je crois qu'il les emmène en finale en plus. Oui, mais la dernière ouais. saison, c'est la Ah, c'est- troisième, il se fait virer au bout Ah, de ok. 11 matchs. ouais. Ok. Ça va Donc vite. t'es en 2 sur 3. J'ai déjà entraîné une sélection. Bah, on peut Bah, tu ne peux pas répondre les deux. une série. Gassé. Oui, bien joué. Oui, d'accord. J'ai jamais dit qu'il y a des questions. tout Ok, pendues. d'accord. Ah, Non, parce que je me suis dit peut-être que Doc Rivers, il a Non, un il a Team pas- USA. non, mais Je non. me dis peut-être que vous allez avoir le doute comme ça. Après, Oui, c'était bah oui. dans un staff, mais il Bien n'était joué. pas coach principal de Team USA. Donc 3 sur 4, pour peut-être recoller à Louis-Emmanuel. Attention, j'ai déjà été champion de France ou bien champion des États-Unis, en tant qu'entraîneur, bien sûr. Doc Rivers. Bien joué. Doc parce Rivers, que- garde. Il l'a Mais dit. les deux. Il l'a dit. Les deux, non, Jean-Louis gars. Gasset en tant qu'entraîneur adjoint de Laurent Blanc. Et en plus, il a dit parce qu'il a dit oui, le seul qui a gagné, c'est en Alors, bien 2009. Je t'ai donné une bien réponse sur joué. un plateau. Non, bien Non, joué. c'est bien, c'est vrai que tu m'as écouté. Bien c'est joué. bien. Donc 4 sur 5 et on a déjà un match nul. Ah, je n'avais pas prévu ça. À moins que Lucas 5 sur 5. À moins que Oh, c'est purée. super dur. Non. Bah, t'as la pression maintenant, Ah, ça bah doit oui. te jouer. Hein. J'ai quitté mon club seulement 15 jours après y avoir signé. Gasset. Gasset. Ah Il bon a été préparateur physique à Marseille. Il est parti au bout de 15 jours parce qu'il n'y avait pas d'argent dans le club. Ah oui. Je suis plus vieux que 2 équipes où j'ai joué. 2 équipes ou franchises, bien sûr. Doc Rivers. Bien joué. Il est plus vieux. J'ai vu ça. Il est plus vieux que les Hawks C'est pas et vrai. les Spurs. C'est pas Les vrai. 2 équipes datent de 70. Oh, c'est dingue. Et lui, il est Ah, plus tu m'apprends un truc. Alors que Gasset est plus vieux que la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. J'ai regardé cette équipe de C'est foot dingue. et Montpellier et Béziers sont plus vieux que lui. Donc t'es en 2 sur 2. J'ai connu. Oui, pourquoi j'ai noté cette question j'ai connu. La question est bizarre. J'ai connu un seul bilan positif avec une équipe en tant qu'entraîneur. Oh, la question me C'est une question genre, sur tous les passages qu'ils ont eu. Ouais. Un seul bilan positif. En fait, je me rends compte que la question est nulle. Bah, du coup, Gasset. C'est que, oui, mais je me rends compte que Doc Rivers fait aussi des saisons positives avec oui. les Clippers. Bah oui, Doc Rivers a quand même. Donc c'est les deux techniquement, mais. Techniquement, c'est les deux. Doc Rivers a quand même souvent amené ses équipes je en sais pas, playoff. j'ai noté ça. ouais. Ok, je m'excuse, cette question est un peu nulle. Du coup, je l'ai quand même ou pas Oui, Je dis oui, Gasset. On l'accorde, Ok. donc 3 sur 3. J'ai déjà été adjoint avant d'être entraîneur dans cette franchise ou cette équipe. Je suis en train de réfléchir parce que du coup. Non, Doc Rivers. Non. Oh, C'est putain. Jean-Louis Gasset à Saint-Étienne. Tu sais que j'avais hésité. J'étais adjoint à Saint-Étienne avant de prendre la place. De Oscar Garcia. Exactement. Putain, évidemment. Donc 3 sur 4. J'ai été viré de mon équipe ou de ma sélection en 2023. Bah, Doc Rivers, du coup. Oui. on est tous C'est tous à égalité. égalité et je n'avais pas prévu. J'ai une proposition à faire. Ouais, vas-y. Tu vas décider comme tes présentateurs. Ok. Comme j'ai eu 5 sur 5 au prono, je propose qu'on me rajoute un point sur. Oh, le regard. C'est Non, parce que- dégueulasse, ouais, mais nous, on a pas eux, ils fait ont de- pas fait le pronom. Oui. Ah, c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Ouais, mais moi je prends un point, je gagne, ça m'arrange. Non, mais n'importe Mais c'est quoi. pas- D'accord. Du coup. Question MMA, comme ça je peux gagner. Du coup. Bah, question basket, comme ça je gagne. Du coup, cas de force majeure, nous avons réuni une cellule de crise pour trouver une question bonus. Et grâce à l'IA Snap, nous avons pu trouver une question intéressante. Nous allons revenir le 6 juin 1986 à Neubrandenburg. Qu'est-ce qu'il y avait 6 juin ? Eh ben, il y avait le championnat du monde d'athlétisme. Eh ben, est-ce que vous saviez que le record du monde de lancer de disque est tenu par l'allemand Jürgen Schultz. Ok. Chacun à votre tour, vous allez me proposer un chiffre. Quel est ce record du coup en termes de longueur ? Lancer de 10. Chacun son tour ou. Chacun son tour. Donc je commence Et du du coup. coup, on a une seule réponse et le plus proche. C'est le plus proche. Moi je propose qu'on commence par Lucas pour changer de sens. Pour que ça y est, tu puisses estimer Ouais. ta réponse. Oui. Non, c'est un en peu vrai, je dégueulasse, pense, franchement. je pense genre en mode on marque sur un papier comme ça au moins Ah, on pas s'est con. pas Mais influencé. est-ce que quelqu'un a un papier, un stylo? J'espère pas un match. C'est bon. Imagine, le match est nul. On a tous le même On chiffre. commence par qui ? Qui veut montrer en commence premier ? Bon, je peux monter en premier. Vas-y, montre-moi. Faut que je débloque mon tête.
Nous dis pas. Ok. Ok. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Oulala. Ok. Égalité. Donc, Je crois qu'on est tous il y a morts. clairement pas d'égalité. Hein. Tu m'as dit 34 mètres. Tu m'as dit 86 mètres. Pour être précis, 34 mètres 67. Tu Pour m'as être dit précis. 25 mètres. Oui, 87. Il y a quelqu'un d'entre vous qui est à moins de 15 mètres. Et le record du monde est à 74 Ah mais c'est mètres. disque, c'est pas poids. 74 mètres. 25 mètres, c'est pas beaucoup. Mais oui, mais je genre, suis censé... C'est un Mais J'en les sais lancers ça. de disques, ils sont Non énormes. mais oui, j'en sais au lancer de poids moi. Mais oui, lancer de Tu lances, disque, mais oui. tu lances une balle à 25 mètres. Mais oui. Mais Andy, c'est fait exprès pour que ça. Mais oui, oui. Je crois que je viens de confondre un sport. Mais moi aussi. Je crois qu'on a eu le même. Le lancer de poids. Évidemment. Ah bravo. Vous voulez bien qu'on commence? De quoi On change de sport. Ouais, ça doit On change de sport. ça doit être ça. La victoire de Ah, Floris putain. encore une fois dans Tu remontes un petit peu ton Ah, le ouais. débat. Mais si j'ai gagné le Ah, premier. j'étais pas bien au début d'émission là, mais non. Là ça va. Là, ça va Tu mieux. t'es bien remis hein. C'est On va positif, conclure ça. du coup cette émission Exactement. un peu difficile pour cette fin. Notamment, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie messieurs d'avoir été là, encore une fois, présents à m'écouter. Je remercie Victor qui va sûrement regarder la fin d'émission, qui est Terrible. sûrement devant notre émission. Et je remercie la régie, Lou et Julien qui ont encore fait un super travail. Je vous remercie d'être là. Je vous dis, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle démission de On Parle Sport. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et prenez soin de vous. C'était On Parle Sport. À bientôt.